Bonjour à tous, voici un nouvel épisode de la Bibliothèque des Mémoires, consacré aux personnes qui ont vécu le cyclone chez eux. Cet épisode a été monté un peu différemment car il a été réalisé grâce à un échange de vocaux sur WhatsApp, ce qui explique son côté un peu saccadé. Bonne écoute. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Moi, je m'appelle Clémentine, j'ai 35 ans, je suis professeure célibataire sans enfant. Je suis à Mayotte depuis le 16 août 2019, très précis, donc ça fait presque 6 ans, et j'habite à Tsingoni. Est-ce que tu avais déjà vécu un événement climatique de ce type ou un autre, ouragan, tsunami, tremblement de terre? Avais-tu déjà entendu des récits familiaux ou amicaux de passage de tempête ou de cyclone sur l'île? C'est la première fois que je vis un tel phénomène. J'avais 7 ans en 1997, lorsqu'il y a eu la grande tempête qui a traversé l'Europe. Je m'étais rendu compte de rien parce qu'il me semble en plus que ça avait eu lieu dans la nuit. Je me sais juste que quand je m'étais réveillée, il y avait des choses retournées dehors et on a eu une coupure d'électricité, mais ça a duré quelques heures. Voilà, les choses sont très vite retournées dans l'ordre. Par contre, c'est vrai que ça a marqué durablement le paysage, les forêts dans lesquelles j'avais l'habitude de me promener avec ma famille. Et encore aujourd'hui, il y a des traces de la tempête de 97. Mais en comparaison de ce qu'on a vécu à Mayotte, malheureusement ou heureusement, c'était pas grand-chose. Et j'avais entendu parler du cyclone de 1984 à Mayotte. Euh, on en avait beaucoup reparlé en 2019 parce qu'il y a un autre cyclone qui devait passer sur l'île et finalement on avait eu seulement la queue du cyclone pendant une semaine. Euh, et là, j'ai réentendu beaucoup parler de 1984 qui aurait duré 4 jours. Et je vois pas comment il est possible qu'un cyclone dure 4 jours tellement Chido en quelques heures a été absolument effroyable. As-tu cru que le cyclone Chido n'allait pas toucher Mayotte? Donc moi j'ai pensé très très fort que on n'aurait pas le cyclone, que ça ferait comme en 2019, qu'on aurait la queue du cyclone, donc de la pluie, du vent pendant une semaine, et que ça allait faire du bien aux retenues collinaires. Puis c'est le jeudi, hein, le jeudi avant le cyclone, que là j'ai vraiment réalisé, en regardant le schéma sur Windy, qu'on allait se le manger, qu'il allait vraiment toucher Mayotte, que là il était pas loin des côtes comme en 2019. Et c'est lors du discours du préfet vendredi, voilà, le vendredi 12, juste avant Chido, que j'ai réalisé vers 19 h que vraiment, 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 on allait vivre quelque chose au-delà de toutes nos craintes, quoi, et de tout ce qu'on connaît, et que ça allait être absolument terrible, et surtout que personne, absolument personne à Mayotte, aucune structure, aucune organisation, aucun humain n'était prêt. Donc ça allait être nous face à la nature et nous livrer à nous-mêmes les jours qui allaient suivre, quoi. Donc c'était, ouais, c'était juste effroyable. Tu t'y es préparé et si oui, comment? Comment je m'étais préparée? Ben, je m'étais pas préparée. Voilà, on va dire les choses. C'est un hasard total que cette semaine, là, j'avais décidé de faire un plein d'essence. Euh, voilà, ça tient à rien. C'est un hasard total aussi que cette semaine-là, j'avais décidé de faire un plein de croquettes pour mes animaux. Donc c'est un hasard total que j'ai eu 6 allers-retours possibles en voiture avec mon plein d'essence, 6 allers-retours Mamoudzou-Tsingoni, et que j'avais assez de croquettes pour tenir 2 mois. Et pareil, re-hasard total que j'avais assez de produits anti-parasites pour mes animaux, de quoi aussi tenir pendant 2 mois, parce que j'en achète pas tous les mois, mais j'en achète tous les 2 mois pour 2, 3 mois. Enfin voilà, ça se tient absolument à rien. J'avais 12 packs d'eau à la maison. Pareil, c'est parce qu'il y avait une promotion cette semaine-là sur les packs d'eau dans l'un des supermarchés à côté de chez moi. Sinon, j'en aurais pas acheté autant. Donc ça tient à nouveau absolument à rien. Je me répète. Et ouais, c'est par rapport aux réserves de nourriture, par contre, ça a été un peu plus stressant parce que on était à la veille des vacances. J'avais décidé de faire un gros rangement, un gros ménage chez moi, donc de vider mes frigos et mon congélateur. Donc il restait plus grand-chose parce que je voulais les nettoyer, quoi. Mais, mais bon. Et j'avais pas du tout de bouteille de gaz. Jeudi, j'ai voulu en acheter, mais il n'y en avait plus. Et les semaines qu'on suivi Shido, j'ai pas pu m'en procurer. D'ailleurs, même aujourd'hui, je n'ai toujours pas de bouteille de gaz. Je fonctionne seulement à l'électricité à la maison, ce qui fait que ça reste une charge mentale.
en fait. Il faut vraiment que je me trouve une bouteille de gaz incessamment sous peu, même si la saison des cyclones touche à sa fin et je pense qu'on va pas revivre d'autres catastrophes prochainement, mais non, non, ça reste un vrai traumatisme, ce point-là. Peux-tu nous raconter comment tu as vécu le passage du cyclone? Brièvement, bah, j'ai pas dormi la veille, hein, la nuit du vendredi au samedi. J'étais vraiment pas bien. Mes animaux étaient un peu stressés, mais ça allait. Le matin jusqu'à 9 heures à peu près, le stress a monté crescendo à la maison. Mm, J'ai plusieurs chats et un chien. J'ai deux de mes chats qui ont essayé de quitter mon logement en grattant aux fenêtres et en miaulant et qui étaient totalement en panique. Et puis par contre, de 9 heures à midi, c'est comme si mes animaux avaient été anesthésiés. Ils étaient en train de dormir profondément, chacun dans leur coin dodo. Le vent qui souffle de plus en plus fort, un stress monumental. On ne sait pas jusqu'où, jusqu'à quelle puissance, enfin voilà, on ne sait pas quelle puissance le vent va atteindre et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Des bruits qui craquent, mais il y avait déjà eu des explosions dans la matinée. Et j'ai compris après que c'était des câbles électriques qui avaient cédé et explosé. Et puis non, de 9 heures à midi, dans le moment le plus terrible du cyclone, c'est les arbres qui craquaient. Donc de temps en temps, j'ouvrais les rideaux pour regarder et petit à petit, il y avait plus d'arbres. Donc on est passé d'un peu une sorte d'obscurité parce que je suis entourée d'arbres à une lumière blanche, blafarde, intense, vraiment. Et ouais, une lumière triste et inquiétante parce que bah, les arbres étaient plus là. Et je voyais des cocotiers se pencher d'un bout à l'autre du sol, comme s'ils étaient constitués de caoutchouc, comme si c'était des élastiques ou des jouets, quoi. C'était très impressionnant aussi. Je crois que ça s'est arrêté à peu près vers midi. Mais pareil, donc entre-temps, entre 9 heures et midi, il y a une voisine qui est venue toquer à la porte en panique. Elle voulait se réfugier chez moi, mais en fait, le temps que j'ouvre la porte, tellement il y avait de vent et d'eau, c'était compliqué. Donc elle s'est réfugiée chez une autre de mes voisines et elle m'a annoncé que le toit s'était envolé en partie, qu'elle avait plus de logement, qu'il fallait que je m'apprête à tout instant à quitter l'immeuble, ce qui était complètement improbable pour moi parce qu'on était encore en plein cyclone, hein. Il y avait beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Donc je me disais, mais sortir pour aller où? Pour risquer de se prendre quelque chose. Enfin, c'était. Voilà, ça semblait à ce moment-là absolument fatal et morbide, sans solution, sans rien. Et oui, voilà, savoir que le toit s'était arraché. Ouais, le ciel m'est vraiment tombé sur la tête. J'ai vraiment eu peur de mourir. En plus, il y avait le toit de l'escalier aussi qui s'était envolé, donc il pleuvait en cascade chez moi, dans l'escalier. Ça tombait directement donc dans mon logement et je me rends compte après coup, hein, que finalement, j'ai pas eu tant d'eau que ça chez moi par rapport à ce que j'ai vécu, mais j'ai eu 15 centimètres d'eau à la maison. Pendant les 15 jours qu'on suivit, bon, ça j'en parlerai dans l'autre message, mais non, non, ça a été très, très éprouvant. Euh, Et j'ai eu l'impression d'être sur le Titanic en train de couler et pas en première classe, quoi, hein. Avec aucune chance de pouvoir monter sur un canot, hein. Donc, c'était vraiment très, 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 très difficile. À partir de midi, quand ça a arrêté de souffler, j'ai attendu 2 heures comme tout le monde l'avait conseillé. Enfin, tout le monde. Comme ça nous avait été conseillé par SMS et dans les médias avant Chido. D'ailleurs, hein, le bruit des SMS d'alerte, ça aussi, hein, ça calme, hein. C'est vraiment un bruit très désagréable, très fort, très strident, qui prévient pas évidemment, hein. C'est un message comme ça qui tombe quand ça tombe, mais là tu sens que il va se passer quelque chose de très 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 grave. Et pour moi maintenant c'est vraiment associé à un message de mort, hein. Voilà, on aurait pu vraiment mourir ce matin-là. Donc à partir de midi, quand ça s'est arrêté, j'ai attendu 2 heures comme conseillé parce que le cyclone pouvait revenir. Puis
Donc je regardais par la fenêtre ce qui se passait. Je voyais le bidonville en train de chez moi se reconstruire déjà, tout de suite. Je voyais les gens chercher des choses dans leurs décombres, s'organiser pour replanter aussi, s'occuper des animaux. C'était comme surréaliste, vraiment. Et au bout de 2 heures, je suis sortie. Je voulais évaluer l'ampleur des dégâts et je voulais voir des humains, tout en ayant peur de voir des cadavres, mais je voulais voir des visages que je connaissais vivants, en fait. Hein. Voilà, j'étais dans ces deux vibrations-là, mais c'était une sacrée épreuve. Donc, en sortant de chez moi, les jours qu'on suivi Fido, bah, paysage de désolation totale, tout retourné, les routes retournées, tout gris, sombre, plus de plantes, plus d'arbres. Quelques véhicules retournés sur leur toit, des murs de parpaing écroulés par terre, des câbles électriques partout par terre et encore certains poteaux calés vers M'Tsangamouji étaient debout, ce que j'ai vu un peu quand même comme une chance. Effectivement, pas de mort autour de chez moi, ça c'est super. Et des voisins qui vont pas bien, mais on était souriants, on était contents d'être en vie et de se voir, mais on a pris la mesure de l'ampleur des dégâts et là, on a compris aussi tous que ça allait pas durer 24 heures, ni 3 jours, ni 4 jours. Moi, je suis entourée aussi de voisins qui travaillent au RSMA, donc les nouvelles qu'on avait, elles étaient catastrophiques. La tour de contrôle de l'aéroport à terre, les routes à déblayer, impossible de joindre le préfet. Et ce qu'on nous avait dit aussi tout de suite, c'est Dzaoudzi Mamoudzou était rayé de la carte. Donc ça, c'était aussi suffocant, très très grave. Parce que ce sont des points de... Voilà, c'est le chef-lieu, c'est l'aéroport, c'est le port, enfin c'est... Pouf. Voilà, c'est catastrophique. Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir moralement pendant le cyclone? Alors, ce qui m'a aidé à tenir, ce sont mes animaux déjà dans un premier temps. J'ai 3 chats à moi, un chat en famille d'accueil avec une association et un chien à moi. Et pour moi, il était hors de question que je les laisse ici en situation de crise totale, sans savoir en plus si mon logement était sécurisé, sans savoir que faire de moi, de mes affaires. Voilà, donc mes animaux m'ont aidé à tenir, à essayer de trouver des choses oui, auxquelles me raccrocher. Ce qui m'a beaucoup aidé, je pense, c'est ma rage de vaincre. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai tout de suite été très en colère par la situation parce que quand on sait comment ça se passe à La Réunion, quand on sait ce qui se passe régulièrement à Madagascar, ne pas avoir développé et préparé Mayotte par rapport à un éventuel cyclone, je trouve ça scandaleux, hein, tout simplement. Voilà. Et cette colère-là, j'ai essayé de la transformer le plus possible en rage de vaincre, en rage de m'en sortir, de faire mieux, de témoigner, de m'engager. Justement aussi, ce qui m'a aidé moralement à tenir, c'est faire des dons. Aller à l'église, faire des dons à la fin de la messe, faire des dons quand je pouvais, faire des virements financiers aussi. Ça a permis de faire vibrer mon cœur, de me sentir utile, d'agir sur place, communiquer avec mes proches ou voilà, mes réseaux sociaux aussi, dire ce qui se passe, ce que je vis. Ça m'a aidé à tenir, à me dire au moins je suis utile autant que possible, malgré la douleur, la souffrance, la peur, la colère, malgré tout ça. Parce que franchement, moi, c'est ce qui m'anime, je pense, déjà dans mon quotidien, mais là, en période de crise, c'est ressorti encore plus fort. Et ceux qui me connaissent bien savent aussi que je suis très, très, très résiliente. Donc, ce trait-là de caractère chez moi m'a également servi plus que jamais dans ma vie. Et c'est vrai que ce que je me dis aujourd'hui, c'est j'ai déjà traversé beaucoup de choses pas drôles tout au long de mon existence, mais j'ai l'impression qu'après avoir survécu à un cyclone, plus rien ne peut m'arrêter aujourd'hui. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut en moi, moralement, physiquement, pour faire de très belles choses. Ce qui m'a aidé aussi à tenir, ça a été de prendre soin de la nature autour de moi.
C'était de mettre des fruits dans différents coins du jardin pour différents animaux. C'était de mettre du miel aussi sur différentes branches dans différents coins de mon jardin pour différents insectes. Euh, Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. De planter des graines, voilà, dans les boutiques autour de chez moi, il y a possibilité de trouver plein de graines pour différentes plantes, des fleurs, des fruits, des légumes. Et ben voilà, je sème ça plusieurs fois par semaine, en espérant que ça va prendre et que ça va booster mon jardin. Ce qui m'a aidé à tenir, c'est aussi, j'ai croisé une de mes chefs à Mamoudzou et je voyais l'émotion et la joie immense qu'elle avait à savoir que j'allais bien et que j'étais vivante. Parce que visiblement, pendant plusieurs jours, elle et mes collègues n'avaient pas du tout de nouvelles. Et je me suis dit, ouais, il y a quand même des gens auxquels je ne pensais pas qui s'inquiètent pour moi. Ce qui m'a aidé aussi, ça a été de participer à une formation avec le rectorat sur comment accompagner, accueillir les élèves après un traumatisme. Voilà, beaucoup d'émotions, mais ce besoin de servir, d'aider, d'accompagner, d'apprendre pour moi et pour mes élèves. Et pour mes collègues aussi, parce que on est tous ensemble dans le même bateau, hein. Voilà, participer aussi, moi je suis au bureau d'un syndicat à Mayotte, eh ben, c'est très très dur parce qu'il y a beaucoup de choses très difficiles. Donc il y a des moments où je suis fracassée aussi par rapport à mon activité syndicale, mais bah, je me sens utile et je suis contente de le faire quand même. Mais ça me demande aussi beaucoup d'énergie. Est-ce que tu peux nous raconter l'après-Shido par étapes? Pour la question 7 aussi, ça me semble délicat parce que j'ai l'impression que je vais pou- je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures. J'ai essayé de me focaliser sur quelques points, mais qui sont pas vraiment satisfaisants non plus. J'ai peur d'être trop négative et trop acide. Et pourtant, il y a eu quelques petites choses positives quand même. Mais oui, l'après-cyclone, les premières rumeurs que Dzaoudi, Mamoudzou ont été rayés de la carte, ça a été terriblement violent à entendre, alors qu'en plus, c'était pas tout à fait faux, parce qu'au bout de 3 4 jours, je suis allée sur Mamoudzou, et oui, il y a eu beaucoup de dégâts sur Mamoudzou, surtout dans les bidonvilles, mais j'ai l'impression que Mamoudzou a beaucoup plus tenu que certains autres coins de Mayotte. En tout cas, les maisons de mes proches, on dirait qu'il s'est rien passé, quasiment. Voilà. J'ai peur de ne pas rendre justice à ceux à qui il y a eu des difficultés, et je m'en excuse d'avance, mais voilà, ça a été mon impression. Donc on nous a fait très 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 peur, pas pour rien, mais que c'était pas rayé de la carte non plus. Voilà. Pareil, moi j'ai une voisine dont je tairai le nom, et je sais pas si c'est mieux de le couper au montage ou pas, mais j'ai quand même une voisine qui, elle, voulait absolument quitter Mayotte. Alors c'est vrai que son logement avait été totalement détruit, mais qui, je trouve, a contribué à cette ambiance horrible, négative et stressante. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup focalisé l'attention sur les dangers qui allaient arriver à Mayotte suite à Chido. Donc, en fait, il y allait y avoir des pillages, que les gens allaient s'entretuer parce qu'ils allaient mourir de faim, qu'il y allait y avoir des épidémies, que la peste allait arriver à Mayotte, que ça allait pas prendre juste quelques semaines pour rétablir l'électricité, mais des mois et des mois, etc. Donc il fallait absolument quitter l'île et bah, jouer, entre guillemets, à imaginer le pire et à la fin du monde. C'est déjà quelque chose que je fais régulièrement parce que je suis plus ou moins de nature anxieuse. Du coup, je réalise que j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à jouer toute seule. Ça va peut-être pas aussi dramatique, ça va peut-être pas aussi mal se passer. Et moi, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille pas jusque-là? Voilà. Et c'est pas inintéressant. Donc, même si je suis de nature anxieuse, je peux aussi positiver et être actrice. Et c'est pas plus mal. Mais c'est dur. Franchement, jusqu'à ce qu'elle parte à La Réunion, parce qu'elle a pu faire partie des personnes qui ont pris les premiers avions là. Ouais, c'était un challenge de plus du quotidien, quoi. Voilà, ça a été compliqué. Pareil, donc je disais que j'avais été à Mamoudzou au bout de 4 jours. Ça a été une matinée mémorable parce que j'ai mis 4 heures pour faire Tsingoni Mamoudzou en passant par le sud, par, euh, par Chiconi, non pas Chiconi, par Coconi, Tsunzu et compagnie. Ça a été hyper long, il faisait hyper chaud parce que du coup, comme je savais pas comment ça allait se passer avec l'essence, j'ai pas mis la clim. Euh, on,
Les routes avaient été déblayées, mais ça fonctionnait avec un seul sens de circulation et de la circulation alternée. Et ça a été hyper éprouvant avec tout le stress de se demander si vraiment au bout c'était complètement détruit, si les gens qu'on connaissait étaient tous morts ou si au contraire ça allait à peu près. Donc non, non, 4 heures extrêmement éprouvantes avec beaucoup de tension, beaucoup de stress et puis alors constater que toutes les forêts de Mayotte sont à terre. Hein. Cette île qui était magnifique de par sa verdure, ses arbres centenaires. euh, Ouais, non, c'était c'était vraiment dur pour le moral. Ouais, non, non, ça a été compliqué. Puis en même temps, le soulagement à l'arrivée. Non, tout n'est pas détruit. Les gens que je connais, en tout cas, vont très bien, et tant mieux. Enfin, même s'ils étaient choqués, mais voilà, ils étaient vivants, leur logement allait bien. Et puis, la possibilité de faire des courses à Baobab. Parce que Baobab était ouvert avec de l'électricité. Voilà, ça c'était entre guillemets une bonne nouvelle. Pouvoir faire des courses pour moi et pour mon entourage. Et revenir le lendemain à Tsingoni avec plein de ressources, du charbon, des dispositifs qui peuvent fonctionner avec du gaz, même si j'ai toujours pas de bouteille de gaz, un peu plus d'espoir et se dire, bon, finalement, Mamoudzou n'est pas à terre, Dzaoudzi n'est pas à terre, même s'il y a beaucoup de travail encore aujourd'hui pour mettre les choses en place. Mais ouais, là, c'était revenir le cœur chargé d'espoir et se dire, l'électricité va revenir, les routes vont continuer d'être dégagées, etc., etc. Et que bon, on en a pour des mois, mais moins dramatiquement que ce qu'on se préfigurait. Voilà, c'était ça aussi, c'est le 24 décembre à Cavani, l'électricité. C'était Noël, enfin c'est l'un des plus forts Noëls de ma vie. L'électricité le 24 décembre. Euh, Tingoni, ça arrivait le 1er janvier. Voilà, ça aussi un moment très très fort. Et l'électricité, quand elle revient ici, tout le monde chante, crie de joie. C'est vraiment la fête et ça, c'est collectif et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Alors la clim à Mayotte, ça change tout. Moi, ça m'a permis de cuisiner puisque j'avais toujours pas de gaz. Et puis c'est d'autres moments forts hein, quand même. Comme je disais en répondant à une autre question. J'ai eu 15 jours d'infiltration d'eau chez moi jusqu'à ce qu'ils mettent une bâche sur le toit de l'escalier. Ça a été 15 jours à lutter contre des champignons, contre des insectes que j'avais pas jusque-là à la maison, contre de voir les murs qui se gondolent, qui s'imbibent d'eau, la cage d'escalier qui se couvre de champignons, à se demander si l'électricité peut vraiment revenir dans ces conditions dans notre immeuble. Enfin, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup encore de charge mentale, de fatigue, d'aller-retour dans des boutiques pour essayer de bricoler des trucs, pour essayer de préserver ce qu'on peut préserver. Vraiment épuisant. 6 février, une énième lutte pour obtenir une Airbox. Donc après plusieurs semaines de malinformation, enfin un rendez-vous, le petit numéro, hein, le code pour obtenir la box parce que le rendez-vous téléphonique ne suffit pas, et une attente mouvementée, stressée, fatiguée, fatigante de 8 heures à 12 heures dans la boutique. Voilà, ça aussi c'était une énième épreuve et toujours pas d'ailleurs hein, d'électricité à la maison. Ma box ne fonctionne toujours pas alors que j'aurais dû être appelée. Voilà, faut que je les relance. C'est pareil, faut que je relance l'assurance. Il y a beaucoup de lourdeur, beaucoup de fatigue. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est les 15 premiers jours, j'étais dans un état comme grippal aussi. J'avais des courbatures, j'avais des maux de tête, j'avais un état fiévreux, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien, des acouphènes à nouveau très forts. Voilà, des symptômes physiques pas chouettes. Donc, dès que j'ai pu, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur pour me chouchouter. Dès que mon esthéticienne a réouvert, j'ai pris rendez-vous chez elle pour épilation, massage, pour aider un peu. Voilà. Je sais que bientôt, je vais revoir mon ostéopathe, mais un besoin vraiment de prendre soin de soi, de s'écouter, de s'accompagner. Et puis, bah, encore une énième épreuve. L'eau dans les boutiques, pendant un temps, il y en avait, même si on pouvait prendre que 2 packs. Puis pendant quelques semaines, il y en avait carrément plus du tout. Et là, c'est à nouveau le cas, mais avec encore beaucoup de colère de mon côté, puisque on m'a informé dans l'une des grosses boutiques à côté de chez moi qu'en fait, il y avait de l'eau, mais il fallait venir à 10 heures et à 14 heures.
parce que sinon, avant-après, il n'y a plus d'eau. Et c'est 2 packs à nouveau par personne. Voilà, donc pareil, grosse pensée pour tous les travailleurs. Comment font les gens qui travaillent toute la journée pour aller chercher de l'eau si c'est à 8 heures et à 14 heures? Enfin voilà, c'est beaucoup de colère, de tristesse, de charge mentale, de fatigue. Est-ce que tu as des commentaires à faire sur la gestion de l'événement? Est-ce que j'ai des commentaires à faire sur la gestion de cet événement? Bah, je suis fatiguée, je ressens énormément de colère, je suis très déçue. Voilà, je vais dire des évidences, des choses redites et redites et répétées et rebrassées. Et voilà, bah, là, on a eu le résultat d'une addition de plusieurs années de défaillance à Mayotte sur tous les plans, tous les niveaux. Et ça a amplifié la catastrophe naturelle. Donc oui, on a mangé une catastrophe naturelle. On a vécu une catastrophe naturelle. Oui, la nature est plus forte. Oui, la nature reprend ses droits. Blablabla. Bla, 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 bla. Mais nous, petits humains, nous n'avons pas joué le jeu non plus. Nous n'avons rien fait de ce qui est possible de faire au XXIe siècle, en s'inspirant de ce qui se passe au Japon ou à La Réunion, territoire français, pour vivre au mieux cette catastrophe naturelle. Voilà. Et que ce soit une catastrophe naturelle n'excuse pas tout, n'explique pas tout, ne permet pas tout, en fait. Hein. Voilà, clairement. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. Souhaites-tu rajouter quelque chose pour les gens qui vont écouter? Alors, je sais pas si c'est bien sage et raisonnable, hein, mais moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est pas des mots pour ma famille, mes amis, mes voisins, mes collègues, avec qui j'échange régulièrement de différentes façons sur différents aspects. Voilà, moi, j'ai vraiment envie de m'adresser aux institutions, aux responsables, en fait, aux organisations, aux organisateurs, aux personnes en charge de toutes les infrastructures, de toutes les formations, de tout ça. J'aimerais vraiment qu'ils prennent leurs responsabilités, que les lois françaises soient respectées, que les normes de sécurité soient respectées et appliquées, qu'on arrête les bacs chiches, le favoritisme, l'esprit clanique, l'ambiance post-colonisation, le sabotage et qu'on pense au bien commun en fait, au bien commun de tous, sur cette île et autour de cette île, parce qu'il y a plein de choses à faire possibles à différents prix, avec différentes implications, qui ne sont pas faites. J'aimerais qu'on pense davantage à l'environnement, à l'économie, que l'environnement, l'économie, l'écologie soient au cœur de toutes les actions en fait. C'est plus du tout négociable, on n'a plus de temps à perdre. Voilà, ok, c'est exceptionnel, mais ça aussi, le fait que ce soit exceptionnel, c'est pas une excuse. On est dans un certain endroit du monde, avec un certain climat, où ça peut arriver. Et le simple fait que ça puisse arriver, c'est suffisant pour faire les choses bien. Et moi, là, il y a beaucoup d'articles autour de moi que je trouve sur Internet qui expliquent que ces choses-là risquent de se produire aussi sur le territoire métropolitain ou hexagonal, en France, là-haut, là, et on n'est pas prêt non plus. Hein. Donc, c'est plus à réfléchir, c'est à agir et à faire et à acter, à incarner. On a toutes les solutions. On a déjà un pied dans le futur sur certaines structures et idées, donc maintenant, il faut le faire. De toutes les façons possibles, chaque jour, il faut le faire. J'aimerais qu'il y ait vraiment des formations, des accompagnements par rapport aux catastrophes, mais par rapport aussi à la gestion des projets, qui soient suivis, que les enveloppes financières, les plans soient suivis pour que ça se passe au mieux, qu'il n'y ait plus de fuite d'argent, qu'il n'y ait plus de fuite de temps, qu'il n'y ait plus de fuite de moyens humains, enfin voilà, que vraiment on acte les choses et que ce soit fait avec transparence, avec des comptes rendus à chaque étape, des rapports. Euh, voilà, on a plein de méthodologies qu'on connaît, qu'on peut appliquer et qui ne sont pas appliquées. Donc ça finit en quoi? Ça finit avec des procès, des enquêtes, etc. Moi, j'ai envie de dire que c'est pas trop tard, mais c'est une perte de temps et d'énergie.
Ça aurait été fait dès le début. On n'aurait pas besoin de réclamer des comptes à des gens qui n'ont pas été accompagnés, peut-être pas formés, pas surveillés, parce que surveiller, c'est pas forcément du flicage ou de la colonisation, c'est aussi de la formation et de l'information. Personne n'a la science infuse, hein. Donc, plutôt que d'être dans la punition, être dans l'accompagnement et la prévention. Voilà, moi j'aimerais qu'on fasse à Mayotte ce qui s'applique à La Réunion ou au Japon. Parce que je me répète un peu, hein, mais on a plein de solutions déjà connues et reconnues, prouvées. Je vois pas pourquoi elles ne sont pas appliquées. Je ne comprends pas du tout. Je n'ai pas d'autres réponses enregistrées. Merci à Clémentine pour sa participation et merci à vous pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.